données. Pour commencer, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle David Barbarin, je suis consultant en base de données, donc dans une société basée en Suisse. Comme cet événement se veut francophone, ça tombe bien. J'ai un peu d'expérience avec SQL Server, au travers des versions 1 qui sont passées, enfin j'espère en avoir. J'écris des blogs pour ça, mes temps perdus, pour ceux qui veulent les lire. Donc voilà, l'idée c'est surtout de partager des expériences. Donc voilà. Maintenant que je me suis présenté, on va commencer avec l'agenda de cette session qui se découpe en 3 gros chapitres finalement. Alors l'idée dans le premier chapitre, c'est de voir un petit peu les processus internes qui sont spécifiques à TMDB sous SQL Server. Le deuxième chapitre, on survolera un petit peu qui utilise TMDB sur SQL Server. Et dans le troisième chapitre, on va parler à proprement parler d'optimisation. Et bien sûr, il faut bien comprendre les processus internes et comment est utilisé TMDB pour pouvoir optimiser sa base de données. Alors, on va commencer par le premier chapitre. Donc l'idée, c'est de regarder l'impact de TMDB au niveau des processus internes. Donc là, c'est simplement des généralités. Alors, c'est quoi TMDB? Pour rappel, c'est une base de données système qui est globale par instance. Donc, quel que soit le nombre de bases de données utilisateurs que vous aurez avec SQL Server, vous n'aurez de toute façon qu'une seule base de données TMDB. Vous aurez, comme toute base de données sur SQL Server, au moins un fichier de données et un fichier journal, avec une spécificité, c'est qu'on ne peut créer de file group supplémentaires pour la base de données TMDB sous SQL Server. Et elle est souvent utilisée de manière plutôt implicite, soit par vous, soit par le moteur en interne pour ses propres besoins. C'est une base de données qui se veut temporaire, comme son nom l'indique, donc ça veut dire qu'elle est volatile et qu'à chaque redémarrage, elle va être recréée. Elle a été designée pour pouvoir contenir des objets temporaires à la base, mais rien ne vous empêche, vous, de créer vos propres objets d'utilisateur. C'est une base de données qui est relativement spécifique. Pourquoi? Parce qu'elle possède ses propres algorithmes certains algorithmes spécifiques et de journalisation qui lui sont propres, toujours dans une optique de performance. Et effectivement, il y a beaucoup de considérations autour de la performance dans TMDB, si vous regardez sur Internet, etc. Donc on va essayer un petit peu de traiter tous ces points-là. Alors, TMDB dans le processus de démarrage d'une instance SQL Server, quel est son impact? On va essayer de voir un petit peu ça. Donc quand vous démarrez une instance sous SQL Server, forcément vous avez les bases de données système qui doivent démarrer au départ. Et une fois ces bases de données système démarrées, il va y avoir ce qu'on appelle la phase d'initialisation de TMDB. Dans cette phase d'initialisation, vous aurez le message correspondant dans le journal des erreurs, clearing TMDB database. Donc quand on arrive à ce moment-là, on est à la phase d'initialisation. On verra ce que c'est après. Autre précision, c'est que cette base de données est verrouillée tant que la base de données TMDB n'est pas en ligne. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que les applications et les connexions clientes ne peuvent pas se connecter ou travailler tant que TMDB n'est pas en ligne, même si les bases de données utilisateurs correspondantes le sont déjà. Donc c'est un point à bien garder en ligne. Je ferai une petite démo tout à l'heure par rapport aux effets de bord qu'on peut avoir. Donc la phase d'initialisation, ça consiste en quoi? Ça consiste à créer, ajouter un fichier, le premier fichier, le fameux fichier MDF, et de fixer la taille des fichiers, d'ajouter le fichier journal, et d'ajouter les fichiers secondaires. Une fois qu'on a fait ça, on aura le message correspondant starting up database TMDB. Donc là, ma base de données va pouvoir être en ligne et mes applications vont pouvoir se connecter. Excusez-moi, je vais juste, voilà, hop, pour que j'y vois un petit peu plus clair. Donc, juste un petit mot sur justement cette phase d'initialisation et d'ajout de fichiers. Elle peut être plus ou moins spécifique en fonction de votre contexte. Donc je m'explique, si par exemple quand vous démarrez TMDB, les fichiers existent déjà, il est évident que SQL Server est assez intelligent pour ne pas faire de préallocation d'espace disque. Il va directement utiliser les fichiers qui existent. Pour le fichier LDF, alors si le fichier n'existe pas, excusez-moi, le fichier MDF et le fichier NDF, il va sans dire qu'on va avoir la fameuse phase d'initialisation et de réservation d'espace en fonction de la taille des fichiers que vous avez alloués, qui est retenu dans le catalogue système. Donc on aura la fameuse phase d'écriture de 0 dans les fichiers.
Donc elle peut être plus ou moins longue, et elle peut être aussi plus ou moins longue si vous utilisez des objets utilisateurs dans TMDB, dans modèle, pardon. Parce que ces objets utilisateurs vont être copiés dans TMDB, et plus ces objets sont importants en taille, et plus la phase d'initialisation de votre TMDB peut être impactée. Au niveau du fichier LDF, la taille du journal est moins importante au démarrage. Pourquoi? Parce que la phase d'initialisation est un peu spécifique pour cette base de données, contrairement aux autres bases de données utilisateurs. On aura, pendant la phase d'initialisation, si le fichier LDF n'existe pas, on aura l'écriture des zéros uniquement dans le premier VLF, pour des raisons de performance, tout simplement, pour que le TMDB démarre rapidement. Alors, je voudrais vous faire une petite démo justement par rapport à cette phase d'initialisation. Alors, dites-moi simplement si tout le monde voit. Ça m'a l'air d'être bon, oui. Alors, c'est un problème que j'ai eu, c'est un collègue qui a eu précisément ce problème-là chez un client, donc un problème de TMDB qui a donné lieu à ce qu'on appelle ici un problème de worker thread. Donc vous voyez, alors je vais essayer de trouver TMDB là-dedans. Si j'écris mal, TMDB, voilà. Donc vous voyez qu'ici, j'ai le fameux message clearing TMDB. Donc là, je suis à la phase de démarrage, à la phase d'initialisation de ma base de données, TMDB. Donc là, je suis à peu près à minuit 52. D'accord? Si je cherche le second message, lorsque la base de données démarre et est en ligne, vous voyez que je suis à peu près à 1h31. Donc elle a mis à peu près 40 minutes pour démarrer. Entre-temps, bien entendu, j'ai eu des applications qui se sont connectées, donc qui ont essayé de se connecter aux bases de données. Qu'est-ce qui s'est passé? Comme vous pouvez le voir ici, je me suis retrouvé avec un problème de deadlocked schedulers, ici, et un problème de worker thread. Pourquoi? Parce qu'ici, finalement, je vois que les nouvelles requêtes, elles essayent finalement de se connecter, de prendre un worker thread, mais j'en ai plus dans le pool. Sur cet environnement-là, j'avais 4 processeurs. Et en regardant la doc, je suis en x64, donc si on se réfère à la doc Microsoft, j'ai le droit à 512 worker threads au total, par défaut. Maintenant, si je regarde un petit peu ce qui s'est passé. Donc l'idée, c'est pas forcément de faire du deep dive ici, c'est juste pour vous montrer. Excusez-moi. Voilà, ça ira plus vite, comme ça. Donc vous voyez qu'ici, je suis sur un... Bon, ça m'a généré forcément un dump. Je suis sur un deadlock schedulers ici. Problème. Donc je vais directement aller voir. Alors, cette commande-là me permet d'aller voir finalement le nombre de threads uniques qui a été généré au moment du dump. Ce que vous pouvez voir ici, c'est que j'ai 557 threads qui ont été utilisés. Donc je suis déjà au-delà de la capacité maximale autorisée. D'où le problème. Donc si on regarde ici, qu'est-ce que je peux voir? Si je prends la première stack qui est ici. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut voir? On voit ici finalement, j'ai mon processus, mon application a essayé de se connecter avec un login, d'utiliser la base de données qui est ici, d'ouvrir la base de données, de poser un verrou. Alors le fameux verrou workspace que vous retrouvez dans sysdm translocks quand vous vous connectez avec un objet de type database, tout simplement pour éviter qu'un quelqu'un supprime une base de données quand un utilisateur est connecté. Et ce lock, là je vais attendre par rapport à ce lock. Pourquoi? Parce que ma base de données, ma base de données temporaire TMDB n'est toujours pas disponible. Donc qu'est-ce que va faire le système? On est en mode non préemptif. Donc je vais tout simplement switcher. Je vais récupérer ce thread, en fait, il va être en attente. Ce thread, je vais le sortir du contexte de ma CPU et je vais libérer ma CPU pour récupérer un autre thread. Donc finalement, si je fais ça un certain nombre de fois, finalement, je vais tout simplement épuiser mes threads. Donc là, je fais l'explication rapide, mais voilà ce que TMDB peut avoir comme effet sur votre instance. Bien entendu, vous pouvez voir ici que c'était une instance SharePoint, donc j'ai eu tout un tas de connexions qui se sont passées en même temps. Alors là, le problème, c'était un problème de disque à la base, une maintenance sur disque qui a fait que TMDB s'est initialisé
de façon a mis du temps pour s'initialiser. Ok. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à en poser-les sur l'outil, la web meeting. On essaiera d'y répondre au fur et à mesure, si j'arrive à y répondre, sinon on les prendra à la fin. Donc n'hésitez pas à les poser au fur et à mesure de la session. Le deuxième processus important, c'est l'allocation de pages. Donc ça, c'est un processus qui est important à connaître, surtout pour TMDB. Donc on va simplement regarder ce qui se passe. Quand vous allouez une page sur SQL Server, finalement, il y a tout un tas de choses qui se passent en background. Vous avez la mise à jour, vous créez une table temporaire, par exemple, vous allez devoir mettre à jour le catalogue système, donc vous allez devoir mettre à jour les pages système concernées. Vous allez devoir allouer une première page IAM. La page IAM, qui est une page système, permet finalement de recenser toutes les pages de données appartenant à un objet particulier. Cette page IAM, va falloir la déclarer et la marquer dans la page système PFS. Ensuite, je vais devoir allouer une page de données. Donc, par défaut, qu'est-ce que fait SQL Server? Il va aller chercher dans une extension mixte. Donc, on va devoir aller chercher dans une page SGAM, permettre d'aller chercher les extensions mixtes libres. Une fois que j'ai fait ça, va falloir marquer la page PFS pour dire la page de données de ma table temporaire, je l'ai ajoutée dans une SGAM mixte. Donc, il va falloir mettre à jour l'info dans la page PFS. Mettre à jour la page IAM correspondante, parce que la page de données appartient maintenant à l'objet. Et enfin, je vais devoir inscrire toutes les allocations dans l'étape système. Donc, et bien entendu, si j'ai besoin de supprimer la table, il va bien falloir faire un rollback de l'ensemble des opérations que j'ai jouées. Alors, vous pouvez voir ici qu'à chaque fois que je lis et je mets à jour une page de données système, je vais utiliser des mécanismes de verrouillage de haut et de bas niveau. Donc, bien entendu, qu'est-ce qui se passe? Le problème avec TMDB, c'est surtout que la création et la suppression d'objets peut être relativement élevée. Donc, si vous avez une activité relativement concurrentielle avec énormément de CPU, qu'est-ce qui peut se passer? Vous allez qui vont s'entasser, voilà, j'ai besoin d'allouer une page, etc. Donc, vous allez avoir ce qu'on appelle des problèmes d'allocation de page, de la contention d'allocation de page. On y reviendra tout à l'heure. Ensuite, un autre processus important à connaître, qui n'appartient pas forcément à TMDB, mais à l'ensemble des bases de données sous SQL Server, bases de données utilisateurs, mais important pour TMDB, c'est l'algorithme round-robin et de remplissage proportionnel de fichiers. Alors, pour pouvoir soulager la contention, en général, sous SQL Server, on vous dit qu'il va falloir ajouter un fichier par CPU, etc. On y reviendra là-dessus. À quoi ça sert? Ça sert simplement à créer plusieurs pages de données système et à répartir la charge de vos allocations sur plusieurs fichiers en mode round-robin. Donc ce mode round-robin, ce remplissage proportionnel, il est utilisé par TMDB. En quoi il consiste? À faire de l'allocation d'extensions ou de pages sur chaque nouveau fichier avec un espace libre équivalent. Donc l'algorithme de remplissage proportionnel, il va se baser sur l'espace libre dans vos fichiers. Ça, c'est important à connaître. Si le fichier n'a pas l'espace libre qui convient, il va être ignoré. Et à savoir, c'est que le calcul de la proportion, il n'est pas synchrone, il est asynchrone. Pourquoi? Parce que sinon, ça impacterait les performances. Si à chaque allocation de page, vous deviez calculer la proportion, ça impacterait les performances de SQL Server. Donc, il va se faire quoi? Après la récupération de la base de données, après l'ajout, la suppression d'un fichier, ou toutes les 8192 extensions. D'accord? La journalisation. Autre chose à savoir avec TMDB, donc la journalisation a été optimisée pour TMDB, elle est minimale, mais minimale dans le sens où vous n'allez enregistrer que les entrées après modification de données. Ça, c'est valable surtout pour les tables HIP. C'est souvent utilisé par exemple sur les entrepôts de données quand vous devez faire des insertions en masse pour pouvoir accélérer les opérations d'insertion. J'ai quelques clients qui font ça par exemple. Vous avez un modèle de récupération qui est un mode simple, normal, et par contre, vous n'avez pas de phase de recovery en cas de crash. Je n'ai pas parlé de phase de recovery tout à l'heure pendant le démarrage de TMDB, si vous vous souvenez. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas besoin de garantir de consistance dans TMDB. Donc, le journal ne va servir uniquement qu'au rollback pendant vos opérations. Au niveau performance, bien entendu, vous n'avez pas besoin non plus d'écrire de manière synchrone dans le journal, de respecter le fameux algorithme write ahead login.
Donc j'écris d'abord dans le journal pour persister, pour que je puisse en fait être cohérent en cas de crash. Là, sur TMDB, je n'ai pas besoin de garantir la cohérence. Donc en fait, je vais pouvoir finalement avoir un processus qui est moins agressif, qui va écrire de manière différée mes blocs de journaux dans le journal. Je n'aurai pas de checkpoint sur les pages de données à proprement dit. Je n'ai pas besoin d'avoir de recovery, encore une fois. Donc le checkpoint va juste servir à vider le journal lorsque c'est possible, bien entendu. On est en mode simple. Les opérations sur les objets temporaires sont journalisées au minimum lorsque c'est possible. On le verra tout à l'heure. Alors, je vais essayer de vous faire une petite démo là-dessus pour vous montrer. Hop. Oh boy. Alors, l'idée de cette démo, c'est de vous montrer la différence entre créer une base et insérer des données dans des tables, des objets utilisateurs et dans des objets temporaires. Voilà. Donc, l'idée ici, ce que je vais faire, donc je vais créer un objet utilisateur, me servir d'AdventureWorks et de créer un objet utilisateur. Donc vous voyez que la définition est relativement simple, hein, un int avec un varchar. Je fais un checkpoint ici pour vider ce qu'il y a dans le journal, pas à faire en prod bien entendu. Mais là ici je viens vider ce qu'il y a dans le journal pour que ça soit plus clair tout à l'heure pour mes tests. Et ici je fais une insertion je fais 50 000 insertions, donc 50 000 commits. D'accord? Donc là, ce que je vais récupérer, ce sont les log flush. Donc à chaque fois que je fais un commit, je vais flusher dans le journal avec mes blocs de journaux. Alors vous voyez que le nombre de flush, il est à peu près, là je suis à peu près, je vais essayer de monter ça. Donc voilà, ça va durer un certain temps. Donc j'ai un nombre de flush par seconde moyen qui est à peu près de 430. Bon, c'est une valeur, hein, donc que ce soit bien ou pas bien, c'est pas la question. Donc je vais laisser le processus se terminer. Ça ne devrait pas tarder. Je vais même pouvoir l'arrêter. Hop, voilà. Donc ce que je vais faire, je vais arrêter ici. Hop. Et je vais aller regarder la quantité finalement d'espace que j'ai utilisé dans mon journal. Donc là, je suis à peu près à 11 MB avec à peu près 50 000 entrées depuis que j'ai inséré mes données dans AdventureWorks. Maintenant, si je fais la même chose dans la base de données TMDB avec un objet utilisateur classique, d'accord, même pas un objet temporaire. Donc je crée un objet utilisateur classique, hein, donc pas un objet temporaire, une table de test, la même définition. Pareil, je fais un checkpoint pour vider ce qu'il y a dans le journal de TMDB. Et je vais refaire exactement le même test. Donc je relance. Vous pouvez voir ici que finalement, pour TMDB, j'ai beaucoup moins de flush pour mes 50 000 commits. D'accord, comme on peut le voir là. Il faudrait que j'augmente. Là, je suis à peu près à 1 en moyenne. Donc ça devrait normalement se terminer. Bon, après, c'est l'effet démo, forcément. Donc, normalement, ça aurait dû déjà se terminer. Mais ce que je voulais vous montrer, c'est pas très grave. Bon, en principe, ça devrait se terminer beaucoup plus vite. Là, je ne vais pas le laisser se terminer. Ah bah tiens, il a fini. Ok, 35 secondes. Donc, normalement, j'étais à peu près un peu plus, deux fois plus lent dans une base de données classique. Donc, vous pouvez voir ici, finalement, que le processus d'écriture dans le journal, il est beaucoup plus optimisé, il est beaucoup plus laxiste. On écrit beaucoup moins dans le journal et de manière beaucoup plus différée. D'accord. Si je regarde ici, je vais regarder la même chose, hein, la quantité d'espace utilisé dans le journal. Donc vous voyez, là je suis à 15 mètres, j'étais à combien? J'étais. Ouais, bon après j'ai arrêté avant, effectivement.
Donc j'aurais dû laisser terminer. Normalement, effectivement, j'utilise beaucoup moins le journal. Bon, ma démo est un petit peu faussée. Là, surtout retenez ici. Ici, ce qu'il y a, bah, j'ai beaucoup moins de log flush par seconde, donc je vais potentiellement augmenter ma performance. Ensuite, vous avez un dernier processus, on n'en parle pas forcément souvent, c'est le processus EagerWriter. Donc l'explication simple, c'est un processus qui est destiné à éviter la pollution du journal lorsque vous faites des insertions en bloc, en masse, journalisées au minimum. Les pages de données qui vont être créées pour ce processus-là vont directement être écrites par le EagerWriter dans TimeDB, pour éviter justement d'introduire de la pression pour les processus checkpoint ou les e-writer, d'accord? Donc c'est un processus qui supporte bien sûr les opérations parallèles, qui est asynchrone pour la performance, qui utilise les primitives scatter-gather pour écrire un ensemble de blocs sur disque, pour optimiser l'écriture, au niveau séquentiel, etc. Le petit truc, c'est que sur 2014, on a eu une optimisation, c'est que le processus est beaucoup plus laxiste, on va écrire moins vite sur disque, on va laisser les pages de données concernées par ce type d'opération, l'insertion en masse, journalisée au minimum, on va les laisser plus longtemps en mémoire. Et si l'opération se termine et que j'ai assez de mémoire, qu'est-ce qui va se passer finalement? Une fois que la page de données ne va plus être utilisée, je vais la restituer directement dans la liste des pages libres dans SQL Server. Donc on peut avoir des augmentations en performance de plus de 300%. Donc là, je ne vous ai pas fait forcément une démo, je vous laisserai faire. Vous pouvez voir quand vous faites un test entre 2012 et 2014, vous verrez la différence. Ensuite, parlons de TimeDB et de son utilisation. On a vu à peu près les processus internes qui sont importants pour l'optimisation, on en reparlera tout à l'heure. Maintenant, on va regarder comment est utilisé TimeDB. Qui utilise TimeDB sous SQL Server? Alors, si on a une vue de haut niveau, si on regarde les objets utilisateurs, ce que vous utilisez, vous aurez par exemple les tables temporaires, forcément, qui vont utiliser TimeDB. Elles peuvent être directement utilisées par SQL Server, donc pour ses propres besoins en interne. Vous avez les variables de table, vous avez les sorties des tables valued function, vous avez les paramètres de fonction de table, vous avez les procédures stockées temporaires. On peut créer des procédures stockées temporaires, contrairement à ce que beaucoup pensent sous SQL Server. Et aussi les objets utilisateurs, si vous les créez directement dans TimeDB. Donc là, vous avez, l'idée, c'est pas de faire un débat sur l'utilisation des tables temporaires et des variables de table sous SQL Server, on n'est pas dans une session développeur. Nous, ce qui nous intéresse surtout, c'est les mécanismes de cache et de suppression différés qu'on va pouvoir utiliser. Donc les deux, la bonne nouvelle, c'est que les tables temporaires et les variables de table peuvent utiliser les mécanismes de cache sous SQL Server et peuvent utiliser, bien sûr, des suppressions, des désallocation de pages asynchrone, dans les deux cas. On reparlera du mécanisme de cache un peu plus tard tout à l'heure quand on parlera d'optimisation. Ensuite, vous avez les objets internes, ceux que vous utilisez de manière implicite ou SQL Server aussi. Vous avez les sorts, donc quand vous faites des opérations de tri sous SQL Server avec un gros order by. Bien sûr, les objets short vont utiliser la mémoire avant, et si la mémoire allouée n'est pas suffisante ou si l'estimation de mémoire n'est pas suffisante, ça va déborder en TimeDB. Alors techniquement, les sorts sont des tables de travail, les fameuses work tables, mais en réalité, elles ne vont pas être considérées en tant que telles parce qu'elles ne seront pas visibles par le fameux compteur perfmon work table created per seconde. Vous ne verrez pas justement l'activité liée à ce type aux sortes. Alors, la bonne nouvelle, c'est que les allocations et les désallocations ici sont journalisées, mais uniquement les allocations et les allocations. Tout ce qui se fait en intermédiaire n'est pas journalisé. On va pouvoir utiliser les mécanismes de cache dans TimeDB. Ensuite, on a les workfiles. Les workfiles sous SQL Server, c'est ce qui va être utilisé principalement pour tout ce qui est opération de hash. Par exemple, les hash join, etc. Donc, ces opérations de hash peuvent aussi utiliser les work tables, parce qu'en fait, c'est un cas spécifique où finalement, on va bypasser les mécanismes d'allocation du buffer pool. On va avoir d'un côté des pages liées au hash directement au workfile et les pages de données
en tant que tels seront dans les worktables. Bon, ça, c'est pas forcément important pour nous. Ce qui est important, c'est surtout que les opérations de ce type de mécanisme n'est pas journalisé, il n'y a aucune journalisation, et on va directement utiliser des extensions uniformes, comme les sortes. D'accord? Donc au lieu d'utiliser, alors l'extension uniforme, c'est qu'on va allouer directement 8 pages de 8K à un objet. Donc on va éviter cette mécanique pour les 8 premières pages, d'aller interroger, de mettre à jour les fameuses pages PFS SGAM pour aller trouver ou allouer ma page de données. D'accord? Donc on va alléger finalement le processus d'allocation de pages. Ensuite, les worktables. Les worktables, c'est ce qui est le plus utilisé sous SQL Server. Donc, c'est ce que vous allez utiliser vous quand vous faites du développement avec les fameuses tables temporaires, par exemple. Ce sont des pages de données dans TMDB. On peut très vite retrouver ces fameuses worktables parce que l'object ID via les vues système est négatif. On n'a pas d'accès au tab système, on a une journalisation uniquement pendant les allocations de pages, là aussi. Donc ça, c'est important, donc c'est optimisé. Par contre, contrairement aux deux autres précédents objets, bah là, en fonction de la taille de l'objet, soit on va utiliser des extensions mixtes, soit des extensions uniformes. Et c'est là où on va pouvoir jouer dans la partie optimisation pour alléger finalement la contention d'allocation. Et bien entendu, la bonne nouvelle, c'est qu'on va pouvoir profiter du mécanisme de cache. On en reparlera encore tout à l'heure. Et bien d'autres objets, donc je ne vais pas tous forcément les faire. Donc l'idée, c'est de vous en sortir une petite liste, par exemple Service Broker, utilise TMDB, les documents XML utilisent TMDB. Quand vous faites de la maintenance de vos index avec la clause sorting TMDB, vous allez utiliser TMDB. Vous faites du DBCC checkDB si vos tables de fait pour récupérer finalement les index, etc. Vous n'avez pas assez de mémoire, ça va se piler dans TMDB, les opérateurs de spool vont aller dans TMDB, le merge join peut utiliser TMDB, les curseurs peuvent utiliser TMDB, les variables lob avec les grosses valeurs qui ne tiennent pas en mémoire seront dans TMDB. Si vous utilisez les statistiques temporaires, par exemple avec les groupes de disponibilité always on, sur les réplicants, les curseurs, vous allez utiliser TMDB. Donc, vous voyez, vous avez tout un tas de choses qui utilisent TMDB. Et enfin, vous avez la version store. La version store, on le connaît beaucoup à partir de 2005 avec le snapshot isolation et le read committed snapshot isolation. On va bien stocker les versions de pages dans TMDB. Mais la version de store est aussi utilisée quand vous faites de la reconstruction d'index en ligne, quand vous utilisez des triggers, il faut bien stocker les images avant et après modification. Les connexions Mars, là, la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas forcément de journalisation et la désallocation, elle se fait en asynchrone, mais par un processus particulier qui s'appelle le garbage collector. D'accord? Donc là, on ne va pas rentrer forcément dans le détail. Donc là, on a à peu près la liste de tout ce qui se fait sur TMDB. Je pense que je n'ai pas forcément une liste exhaustive, mais vous voyez qu'on a un certain nombre de choses qui peuvent potentiellement utiliser TMDB. Ce que je voulais vous faire, est-ce que j'ai le temps? 11h30, oui. C'est de vous faire une petite démo sur les sortes, les opérations de tri. Alors, les opérations de tri, bon là j'ai vidé le buffer pool pour mon test, pour que ma requête puisse durer un petit moment. Alors, si je regarde ici, j'ai une requête avec un order by quantity, donc forcément, je vais avoir un opérateur sort ici. Donc, par défaut, bien entendu, il va utiliser la mémoire, et si j'ai pas assez de place, il va se piler dans TMDB. Et là, c'est ce que je veux provoquer. Ensuite, un petit récapitulatif. On disait que tout à l'heure, on pouvait, on a beaucoup de choses qui utilisent TMDB. Maintenant, il faut peut-être aussi faire la différence entre les objets utilisateurs, les objets internes, les versions de store. Vous avez pas mal de vues qui vous permettent du système DMV, pardon, plutôt, qui vous permettent d'aller regarder tout ça. Ces trois vues sont principalement utilisées pour aller regarder l'activité dans TMDB. Donc là, ce sont des scripts que vous pouvez trouver sur Internet, de toute façon qui seront livrés avec la présentation. Donc pour le moment, j'ai pas grand-chose, d'accord. J'ai quelques objets utilisateurs utilisés en interne par SQL Server, j'ai des objets internes et j'ai mon espace libre. Ici, j'ai l'ensemble de mes sessions qui peuvent potentiellement utiliser TMDB. On y reviendra après.
Ici, j'ai ma trace par défaut qui me permet d'aller récupérer mes fameux, alors je ne vous ai pas dit tout à l'heure, il y avait les fameux, lorsque, bien entendu, les opérations de tri ou les opérations de hash débordent dans TMDB, vous avez des types d'événements que vous pouvez récupérer au travers de plusieurs outils, soit la trace par défaut, soit par le profiler, soit par les événements étendus, donc vous en avez tout un tas. Ici, j'ai choisi d'utiliser tout simplement la trace par défaut pour aller récupérer mes événements sort warning, que vous pouvez voir là. Ok, eh ben, lançons le test. Alors, si je lance le test ici, donc ça va commencer. Donc pour le moment, je n'ai pas d'objet interne. Et une fois que ça va commencer à déborder dans TMDB, ce qui devrait se faire normalement, voilà, ça commence. Comme vous pouvez le voir ici, je commence à avoir 76 mégabytes d'espace utilisé pour les objets internes, qui potentiellement ici sont mes objets sortent. D'accord? Et ici, si je regarde au niveau plus bas, ma session qui a besoin d'utiliser des objets internes, on peut la voir, c'est ma fameuse requête qui est ici. Select, product ID, etc. D'accord? La trace par défaut, je n'aurai pas forcément tout de suite, je reviendrai après dessus. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est aller regarder un petit peu dans le journal. Alors, ce que je vous disais tout à l'heure, ces opérations pour les sortes sont complètement journalisées. Les opérations d'allocation, c'est ce que je peux voir ici dans le journal. Dans le journal ici, vous pouvez voir ici, je commence à faire un sort init, donc je vais utiliser un opérateur de tri dans TMDB. Qu'est-ce que va faire le moteur? Il va louer une première page, donc une première extension qu'on peut voir ici. Pourquoi? Parce qu'on utilise des extensions uniformes. Et la première page sera celle-ci, dans le fichier 1, avec le numéro hexadécimal que vous pouvez retrouver là. D'accord? Donc je vais le coller là, on va faire un petit calcul. Malheureusement, je ne connais pas l'hexadécimal par cœur encore. Donc en décimale, ça vous donne ce numéro de page là, le 3928. Et si on regarde rapidement, donc TMDB fichier 1, 3928, si je regarde, je fais un dump de cette page. Ce que je voulais simplement vous montrer, c'est qu'on peut tout à fait identifier une page de tri avec ce type. Le type 7, c'est une page de tri. Voilà. Si vous voulez faire besoin de faire du debug un jour, ben voilà, vous avez toute la trame. Donc ici, vous voyez, alors, je ne le vois pas encore, il ne s'est pas mis à jour, bon c'est pas très grave. Il est un peu feignant mon serveur aujourd'hui. Bon, il veut pas, bon, c'est pas grave. Bon, normalement ici, vous êtes censé avoir forcément un événement qui arrive pour dire bah, j'ai un sort warning. Ma requête est venue utiliser un opérateur de tri qui a débordé dans TMDB. Donc ça, si vous voulez faire du déballage, quand TMDB est utilisé, bah, si vous voulez vous débarrasser de ce type d'opération dans TMDB, bah, vous pouvez par exemple regarder à ce niveau-là. Alors, maintenant, on va reprendre, hop, on va continuer sur ce fameux troisième chapitre, l'optimisation. D'accord? Donc on a vu un petit peu comment ça fonctionnait sous TMDB, quels étaient les processus internes, les processus à retenir, et ce qu'utilisait finalement, ce qui était les processus qui pouvaient utiliser TMDB. Quels objets pouvaient être utilisés? Donc maintenant, on va essayer de répondre à quelques questions qu'on retrouve souvent, pour ma part, moi quand je fais du consulting, c'est la première question, c'est le stockage. C'est quelque chose qui revient souvent, c'est est-ce que je dois dédier du stockage à TMDB? Donc la réponse à cette question, elle est plutôt complexe. Pourquoi? Parce que finalement, la réalité du terrain est bien souvent complexe. Je m'explique. On n'est plus maintenant dans des environnements, alors si on a de la chance de pouvoir l'être, dans des environnements où finalement on a des disques locaux bien dédiés, bien distincts. Maintenant, on va beaucoup travailler avec des SAN. On peut avoir du stockage DAS, du stockage local, du NAS. Il va falloir regarder votre topologie. Est-ce que vous allez introduire de la virtualisation sur votre instance? Si je fais du SAN, est-ce que je vais utiliser par exemple de la synchronisation, des mécanismes de synchronisation de bas niveau de blocs?
Est-ce que ça sera synchrone, asynchrone, etc. Euh, toujours est-il qu'effectivement, dédier du stockage présente certains avantages, mais aussi des inconvénients. L'avantage, c'est qu'effectivement, on peut isoler l'activité I/O qui arrive sur TMDB. Donc, on rend finalement la performance beaucoup plus prédictible. On est capable de contrôler notre performance. D'accord. On peut aussi, l'avantage, c'est d'allouer pour une partie de mes données, pour TMDB, je vais pouvoir dire, je vais utiliser du stockage rapide avec du SSD, des cartes flash ou des choses comme ça. Le gros inconvénient de cette méthode-là, c'est en fonction toujours de votre topologie, tout dépend de votre cas, imaginez que vous ayez une grappe RAID de 10 disques, 10 000 tours. La question peut se poser, est-ce que je prends par exemple 2 disques et je les réserve à l'activité TMDB, mais si je prends ces 2 disques-là, est-ce que ce sera suffisant pour mon activité? Est-ce que je n'aurais pas plutôt intérêt à laisser ces 2 disques, à les remettre dans mon pool pour profiter de mes 10 disques sur ma grappe RAID pour lisser la charge? D'accord. D'autant plus que sur SQL Server, TMDB utilise des I/O complètement random, donc aléatoires et asynchrones, comme les bases de données utilisateurs. Donc potentiellement, plus j'ai de disques sur mon stockage, et plus je suis capable d'absorber et de lisser ma charge. Il y a pas mal de choses comme ça à prendre en compte. La réponse à la question n'est pas forcément évidente. Si vous avez du stockage simple, regardez en fonction de ce que vous avez. Si vous avez du stockage rapide pour ça, allez-y, si TMDB est votre problème de contention. Mais il n'y a pas de réponse blanc ou noir dans tous les cas. Bien entendu, il va falloir regarder votre configuration système, ça je vois beaucoup chez les clients, bien respecter les prérequis Microsoft, l'alignement des partitions surtout, ça ce qui est le plus important. La taille des clusters, on peut toujours en débattre. Normalement, c'est 64K. Alors effectivement, en fonction de certains types de stockage, les 64K, c'est pas forcément la bonne taille. Bon, pour TMDB, c'est relativement une bonne pratique, à mon sens. Si vous utilisez aussi l'instant file initialization, pensez à l'utiliser. Si vous avez des extensions qui se font, ça sera toujours plus rapide que d'écrire des zéros à chaque fois. Par exemple, si vous utilisez du stockage d'entreprise et que vous utilisez l'instant file initialization, pensez en dessous à ce qu'ils utilisent du stockage qui utilise la même méthode, c'est-à-dire qui réserve l'espace à l'avance et qui ne réserve pas l'espace à chaque fois que vous ayez besoin d'agrandir le fichier, parce que vous allez perdre l'intérêt justement de ce fameux instant file initialization au niveau système. Donc, vous voyez, il y a tout un tas de choses à regarder. Quoi qu'il en soit, dans tous les cas, il est possible de regarder la performance du stockage, de vérifier à tout moment la performance de votre stockage et d'adapter de votre besoin, parce que votre base de données, elle vit dans le temps. Donc ça peut aller au début, comme ça peut, bien sûr, avec l'activité qui augmente, c'est ce que j'espère pour vous, vous allez devoir finalement réajuster un petit peu le tir, revoir votre configuration, etc. Vous avez différents compteurs performance, que moi j'utilise souvent, pour regarder la performance de vos disques, par exemple la file d'attente de vos disques, la latence disque, le nombre d'IOPS, le débit. Vous avez tout un tas de choses pour récupérer. Vous pouvez aussi affiner vos résultats avec les DMV et les DMF sous serveur, la fameuse DMDB Virtual File Stats, les web stats, qui vous permettent de voir si vous n'avez pas les fameux page IO latch, avec une valeur moyenne par exemple relativement élevée. Il y a pas mal de choses que vous pouvez voir. Donc là, je ne vais pas forcément vous faire de démo ici, parce que bon, moi j'ai un type de stockage et ça ne serait pas probant. Ce que je voulais vous montrer très rapidement, c'est des exemples que j'ai pris de certains clients à moi. Donc en fonction justement de est-ce que je dois, qui répond à la question, alors, je ne sais pas encore activer Windows, Excel, c'est pas très grave. Si je prends des mauvaises configurations, vous voyez qu'ici, je me retrouve avec des latences, j'ai vu pire, mais bon, les latences commencent ici, les latences d'écriture sur mes fichiers commencent à être importantes. D'accord. Si vous regardez sur ces deux exemples-là, je n'ai pas du tout le même type de stockage. Là, je suis dans un environnement, et pas dans le même type d'environnement aussi. Là, je suis dans un environnement data warehouse où TMDB a été dédié sur un disque K. Alors, on dit que c'est bien, mais le problème, c'est qu'au niveau stockage, je ne suis plus du tout dédié. Je suis sur un environnement VMware avec du stockage VNX. Alors effectivement, j'ai de l'auto-tiering qui peut s'enclencher. Donc l'auto-tiering, c'est pour pouvoir utiliser le fast cache, donc utiliser des disques SSD. Si le stockage estime que
j'ai besoin de puissance à un instant T, pour faire très simple. J'ai une file d'attente de 32, j'ai 4 iSCSI contrôleurs, etc. Bon, bah, finalement, on voit que même en ayant du fast cache, etc., et que j'ai dédié logiquement l'espace pour K, bah, je me retrouve finalement avec des latences d'écriture relativement élevées. Donc, dans ce cas-là, c'était plutôt un problème de file d'attente chez ce client-là. Ici, j'ai la même chose, sauf que je suis dans un environnement OLTP, TMDB n'est pas dédié, donc j'ai mes bases de données utilisateurs qui sont sur le même disque, dans un environnement physique, mais avec un stockage local, mais avec très peu de disques. Et là, le problème, c'était effectivement les disques, on n'avait pas assez de puissance. Bon, bah, finalement, bah, que j'utilise ce stockage-là ou ce stockage-là, que je sois dédié ou pas dédié, bah, finalement, je me retrouve avec le même problème de performance. Et si je prends par exemple une bonne configuration, bah là, j'étais chez un client où finalement, j'étais avec une latence relativement faible. Pourquoi? Parce qu'on avait dédié TMDB sur des cartes Fusion IO. Bah là, on en avait besoin, donc effectivement, là, on peut voir, effectivement, est-ce que dédié dans ce cas-là a du sens? Oui, là, ça avait du sens. Et là, j'étais dans un environnement Hyper-V où finalement, rien n'était dédié, j'avais tout sur C et sur D. Et ce qu'on peut voir ici, bah, vous voyez que finalement, bon, bah, par rapport à l'activité de ma base de données, ça allait très bien. Je n'avais pas besoin de dire au client, bah oui, vous n'êtes pas forcément dans les bonnes pratiques, mais tout va bien sur votre stockage au niveau TMDB. Donc pas de page, IO latch, etc. Ensuite, les fameux problèmes de contention. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Rappelez-vous, quand je dois allouer des pages, bah, quand j'ai du monde un peu au balcon, bah, effectivement, ça s'entasse. Ça s'entasse et j'ai de la contention au niveau de mes pages parce que je n'ai plus assez de puissance pour répondre aux besoins. D'accord? Alors, la première technique, c'est d'augmenter le nombre de fichiers, finalement pour multiplier le nombre de pages système, pour décharger un petit peu, pour partager la charge sur plusieurs fichiers. Alors la grosse question, c'est combien de fichiers je dois mettre. Alors là, c'est pareil, il y a pas mal de choses exotiques que j'ai vues sur le sujet. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de vérité absolue, comme vous avez pu le voir tout à l'heure, bah, ça dépend de votre activité. Alors il y a des bonnes pratiques constructeurs, respectez-les, si vous voulez être dans le support, hein, il n'y a aucun souci, moi j'ai aucun souci avec ça. Par contre, il y a beaucoup de mythes. Est-ce que je dois forcément mettre un fichier par processeur? Bah, ça dépend de votre activité. Est-ce que vous avez de la contention? Je ne dois pas mettre plus de 8 fichiers pour ne pas perturber les performances? Ça, c'est totalement faux. Je connais des environnements où je suis à 32 fichiers, 64 fichiers, et ça va très bien. Alors, il y a une approche globale qui a été proposée dans un KB Microsoft, je la trouve plutôt pertinente, qui a été illustrée par divers intervenants Microsoft, comme Bob Ward, dans ses sessions Pass Summit. Donc l'idée, c'est de dire quoi? Bah, si vous observez de la contention, bah, augmentez le nombre de fichiers, commencez par un fichier par processeur, par cœur logique, jusqu'à 8. Et si vous observez toujours de la contention, augmentez par l'eau de 4. Mais encore une fois, ce même Bob Ward, il dit, c'est une règle générale, ce n'est pas forcément valable pour l'ensemble des environnements. L'important, c'est de monitorer et de voir si la contention est toujours là. D'accord? Vous pouvez voir ici, je vous ai mis un petit... ça, c'est tiré aussi de sa conférence. Bah, visiblement, ils ont fait des tests en utilisant le TraceFlag 1118, j'en parlerai tout à l'heure, et en augmentant le nombre de fichiers. Bah, l'idée, c'est de se retrouver finalement au point où j'obtiens le maximum de performance et où je ne vais plus finalement pouvoir augmenter ma performance en fonction de mon activité ou de mon infrastructure. D'accord? Ensuite, il y a les indicateurs, les fameux TraceFlag. Le 1118 est important. Il va permettre de soulager la contention des pages système en faisant quoi? En changeant simplement la méthode d'allocation par défaut qui est je récupère une extension mixte pour les 8 premières pages. Là, je vais dire bah, j'utilise directement une extension uniforme. Donc j'alloue 8 pages de 8K pour un objet. Donc je vais avoir 8 fois moins d'aller-retour, donc potentiellement beaucoup moins d'impact sur les performances. Après, vous avez l'indicateur 11-17 qui lui permet quand vous allouez plusieurs fichiers, d'harmoniser le grossissement de l'ensemble des fichiers de votre file group pour éviter d'avoir des espaces libres qui sont complètement désalignés les uns par rapport aux autres. Pourquoi? Parce qu'on a vu tout à l'heure, l'algorithme de remplissage proportionnel, il se base sur l'espace libre. Maintenant, si vous ajoutez un fichier, vous avez un fichier avec plus d'espace libre que les autres, il est évident que l'algorithme va utiliser le plus souvent le fichier qui a de l'espace libre avant de passer aux autres. Donc vous allez générer de la contention sur ce fichier pendant un moment. Ce n'est pas forcément ce que vous voulez.
D'accord? Je vais essayer de vous faire une petite démo là-dessus. J'ai un petit peu le temps. Voilà. Alors l'idée, c'est de vous montrer un peu comment ça fonctionne, cet algorithme proportionnel. Vous avez le trace flag 1165. Donc là, j'ai mis un 3605 pour qu'on puisse l'afficher sur la fenêtre de sortie SSMS pour voir comment l'algorithme opère. Donc, je vais commencer par faire ça. Je vais utiliser TMDB. Ok, donc pour le moment, j'ai un fichier TMDB, un fichier de données. Donc je suis à peu près à 1000 et quelques. L'idée, c'est de repartir sur une taille initiale. Donc je vais redémarrer mon instance. Je ne sais pas s'il y a des questions pour le moment, Isabelle, si on peut y répondre. J'ai pas l'œil dessus. Bon, je regarderai après. Alors, hop. Ok, donc je suis à 512 MB, d'accord? J'ai récupéré la taille initiale au démarrage de TMDB. Donc ce que je vais faire, je vais charger des données dans TMDB, c'est un script relativement bête. Je crée une table à la volée et j'insère des données. Si je regarde ici, donc là j'utilise le 6 database files pour récupérer l'espace libre avec la fameuse fonction file property. Donc je suis à peu près à 80%. D'accord? Je vais ajouter un deuxième fichier ici. Et je refais exactement le même test. J'insère des données. Ouais, bah si j'insère une. Voilà, je vais récupérer l'espace. Bah, vous voyez qu'ici, j'étais à 80% et je l'ai rempli à 94%, donc à peu près à 12% plus haut. Et ici, j'ai utilisé beaucoup plus mon fichier TMDB parce que je l'ai rempli à 64% pour la même taille. Donc ça veut dire que l'algorithme de remplissage proportionnel, il a dit, qu'est-ce qu'il s'est dit? Il a dit, bah, j'ai plus d'espace libre aussi, donc je vais utiliser cet espace, ce fichier-là, jusqu'à harmoniser finalement, aligner l'espace libre, l'espace utilisé, enfin l'espace libre du coup, dans les deux fichiers. D'accord? Donc là, vous pouvez potentiellement générer de la contention. Il faut vraiment faire gaffe. Si je refais exactement la même chose là, bon, vous voyez qu'ici, bah, maintenant, c'est un peu plus. Là, effectivement, j'ai eu un autorow qui s'est passé, donc l'espace libre utilisé, enfin l'espace libre a augmenté, l'espace utilisé a diminué, comme vous pouvez voir. Mais là, c'est un peu plus, disons que c'est un peu plus aligné, c'est plus lisse. Ici, vous pouvez voir en fait comment fonctionne l'algorithme. Vous voyez qu'ici, pour chaque 8192 extensions, chaque allocation, donc ça c'est une primitive d'allocation en mémoire, donc je vais regarder quel est l'espace libre, là où j'ai le plus d'espace libre. Bah, là, c'est dans le fichier 3, etc. Donc je vais utiliser celui-là, etc. Et je vais ajuster le tiers en fonction de l'espace libre que j'ai dans mes fichiers. Donc faites attention à ça quand vous rajoutez par exemple un fichier TMDB, quand vous rajoutez plusieurs fichiers, pensez bien à redémarrer ou à planifier cette opération pour ne pas générer de la contention dans un seul fichier au départ, parce que c'est ce qui risque d'arriver. Et enfin, on va terminer avec alors, le 11-18. Ah, je ne vous ai pas montré le trace flag 11-18. Je peux vous le montrer. Hop. Voilà. Je vais juste revenir. Alors, ça peut être un peu long. Je reviendrai après là-dessus. Sur la trace flag 11-18. On fera la démo dans son ensemble après. Donc, on a vu l'augmentation des fichiers, on a vu l'utilisation du trace flag 11-18 et 11-17 pour diminuer encore plus la contention. Alors, et maintenant, on va pouvoir utiliser, alors vous avez la façon de faire côté infrastructure, et vous avez aussi côté, je dirais, applicatif. Vous pouvez utiliser ce qu'on appelle le mécanisme de cache dans TMDB. Donc ça, j'ai eu ça chez plusieurs clients. Il y a eu une session faite par David Bafaloff qui l'explique aussi très bien. Donc j'ai mis le lien à la fin dans les références.
Donc l'idée de ça, l'idée du mécanisme de cache dans TMDB, bah, c'est de dire quoi? Bah, comment ça fonctionne? On reviendra, voilà. Je me mets sur ce slide-là. Là, rappelez-vous, c'est le mécanisme, le processus d'allocation de pages sous SQL Server. Donc, à chaque fois que je dois allouer une page, les 8 premières pages, en tout cas par défaut, je suis obligé de jouer cette mécanique. Le processus de cache, enfin le mécanisme de cache, qu'est-ce qui va nous éviter de faire? Bah, tout simplement d'avoir lorsque je crée, je détruis et je recrée un objet, je vais garder certaines pages en mémoire, dans un espace mémoire, pour éviter d'avoir à réallouer la page, une page IAM et une page de données. D'accord? Pour tout ça, je vais alléger la contention et ça va me permettre d'alléger la contention. On a toujours des mises à jour qui se font sur les pages système, on n'a pas le choix, mais par contre, en augmentant le nombre de fichiers, on peut alléger la contention à ce niveau-là. D'accord? Donc, le problème de ce mécanisme, l'utilisation de ce mécanisme, c'est que ça peut avoir un impact applicatif en fonction de votre cas, parce qu'il va falloir utiliser ce qu'on appelle ici les restrictions. Je vais passer directement aux restrictions, c'est vous allez devoir utiliser des objets compilés avec vos objets temporaires. C'est-à-dire vous allez devoir utiliser vos objets temporaires directement encapsulés dans des procédures stockées, dans des fonctions, dans des triggers. Donc ça, c'est pas forcément évident en fonction du cas. Pourquoi? Parce qu'un objet caché doit être lié à un plan d'exécution. Ça, c'est la condition, la première condition. Ensuite, vous n'allez pas pouvoir utiliser des commandes DDL après la création de votre objet temporaire. Par exemple, si vous créez une table temporaire, vous lui ajoutez une colonne, vous créez un index par la suite, vous invalidez cet objet du cache. Donc, faire attention à ça. Alors, en fonction de ce que vous utilisez, vous allez cacher au minimum 2 pages pour les petites tables, la première page IAM et la page IAM et la première page de données. Si c'est un index cluster, vous n'allez cacher que le niveau feuille. Si c'est un index non cluster, que 2 pages de l'index non cluster. Et bien sûr, il y aura un cache store particulier dédié au cache de ces fameuses pages. Bien entendu, ce cache sera potentiellement vidé en cas de pression mémoire. Donc je vais vous montrer, je vais faire une petite démo là-dessus. On a encore un petit peu le temps. Je vais essayer de revenir à la configuration initiale. Ok. Alors, l'idée ici, c'est de vous montrer l'effet du trace flag 1118. On va commencer par celui-là. Alors, si je n'ai pas de trace flag 1118, qu'est-ce qui va se passer? Si je regarde ici, je crée un objet, j'insère une ligne pour créer une première page. Donc vous n'aurez qu'une page de données qui sera allouée à votre objet. Maintenant, je change la donne et j'utilise le trace flag 1118. Donc là, je l'ai activé, comme vous pouvez le voir ici. D'accord? Je refais exactement le même test. Je supprime ma table et je la recrée. Et j'insère une page de données. Et là, je me retrouve avec 8 pages. Alors la première page de données est utilisée. Les autres pages de données ne sont pas utilisées pour le moment. Par contre, elles sont réservées. D'accord? Donc on va éviter cette mécanique d'interrogation, de mise à jour des 8 premières pages au niveau des pages PFS et SGAM, par exemple. Donc ici, ce que je voulais vous montrer, c'est le mécanisme de cache. Comment ça fonctionne? Admettons que j'utilise, alors ça c'est ce qu'on peut utiliser dans une... Alors attendez, je vais faire ça, ça c'est limite. Ok. Alors la différence entre les deux. Là, je vais créer une table temporaire, je vais insérer une donnée, je vais la supprimer. Admettons que ce soit une requête ad hoc que vous lancez depuis une application. Voilà. Je vais aller voir dans le journal ce qui se passe, parce que bien entendu, les allocations, encore une fois, sont journalisées. Donc sans forcément rentrer dans le détail, ici vous avez l'opération de création de la table, vous allez mettre à jour vos tables système, vous allez créer table système, j'en suis là. Ici je vais insérer ma donnée, ça va donner lieu à l'allocation de ma première page. Donc là j'ai une première allocation, donc là j'utilise des extensions. Donc c'est pour ça que j'ai alloqué one extent. Une fois que j'ai fait ça, je supprime mon objet, donc j'ai fait mon drop table.
Donc je mets à jour en conséquence mes tables système qui sont ici et je désalloue les pages. D'accord? Et je remets à jour mes entrées. Maintenant, je fais exactement la même chose, mais j'utilise la même requête ici, create table, insert dans ma table et drop dans ma table temporaire. Je l'encapsule dans une procédure stockée. Bon. À la première utilisation, il est bien évident que vous aurez exactement la même chose, sauf une légère différence que vous pouvez voir ici. Voilà. Ici, j'ai supprimé mon objet, mais SQL Server a dit attention, ici je vais mettre en cache ma table temporaire. Enfin, les pages, au moins 2 pages de ma table temporaire. Donc là, elles sont en cache. Qu'est-ce qui se passe maintenant si je refais exactement la même chose? Je recrée la table et j'insère une donnée. Bon, je ne vais pas faire un checkpoint, pardon. Donc ici, ici j'ai recréé ma table. Vous voyez que j'ai une mise à jour, toujours de mes tables système. J'ai plus d'allocation de pages parce qu'elles sont en cache. J'insère directement ma donnée. J'ai aucune allocation. Vous voyez aucune allocation ici. J'ai un drop de ma table temporaire et je remets en cache, etc. Et ça va me permettre effectivement de gagner énormément de temps. Donc j'ai 2 minutes. Je vais essayer de faire un dernier test. Donc vous montrer la différence en termes de contention. Donc là, j'ai tout un tas de compteurs qui me permettent d'aller voir en fait comment est utilisé mon cache, le nombre de tables temporaires créées, etc., les latches associés, et si j'utilise mes objets en cache. Alors ici, je vais utiliser tout un tas de choses, web statistiques. Ici, je vais pouvoir regarder mes statistiques. SysDMOS web stats, par exemple. Hop. Donc là, je les ai réinitialisés pour le test. Oups, excusez-moi, je vais juste brancher ma batterie, si je veux terminer ma démo. Ici, je vais utiliser, alors je peux utiliser les waiting tasks pour essayer de regarder, traquer les latches en direct. J'ai aussi, je peux utiliser ici des événements étendus en récupérant l'événement latch suspended end sur ma base de données temporaire, les modes de verrouillage et les pages de données qui me concernent uniquement les pages système, donc inférieures à 4, d'accord? Et ici, ça me permet d'aller récupérer chaque page de données, soit une PFS, soit une gamme, dans chaque intervalle, 64 MB ou 4 Go. D'accord? Donc je vais faire exactement ça. Et je vais pouvoir lancer mon test. Donc là, j'utilise OS Stress, qui me permet finalement d'avoir des insertions concurrentes. Et ce qu'on peut voir ici, si on regarde, vous voyez, j'ai tout un tas, là j'ai de la contention, des pages latch IX et non pas des pages IO latch, c'est important. Là, vous pouvez voir ici que je suis sur des pages PFS. Ma ressource, c'est finalement, là-bas, c'est ma base de données ID 2, c'est MDB, mon fichier 1, et la page PFS avec tel numéro, etc. Ici, vous voyez que pour le cache store, je vais aller récupérer les données de mon cache store. Bon, j'ai pas forcément beaucoup d'utilisation. J'ai une entrée, mais qui ne correspond pas à mon test. Si je regarde au niveau, je vais laisser tourner peut-être 5 secondes, j'ai un nombre important de créations de tables temporaires. En fait, mes tables temporaires sont créées, supprimées, etc. J'ai aucune utilisation du cache. Et mes pages latch, bon là ils sont tout en haut parce que j'en ai beaucoup. Ok, je vais couper ce test-là. Et je vais aller regarder ce qui se passe dans ma trace d'événements étendus. Vous voyez qu'ici, je vais aller récupérer les fameuses page ID et le nombre de latches rencontrés. Donc en fait, après, il faudrait corréler la 80, 88, par exemple, c'est ma page PFS, etc. Ça, c'est toutes mes pages concernées par mes latches, gamme. Vous voyez qu'avec une session d'événements étendus, vous pouvez aussi traquer, affiner votre étude des latches. Et enfin, ici,
au niveau des white stats, bah, vous pouvez voir qu'ici, hein, forcément, ce qui arrive le plus souvent, c'est mes page latch up SHIX avec 80. Bon, là, la plupart de mes attentes sont concernées. Et ici, vous voyez que par rapport au nombre, à la durée moyenne, elle est relativement importante, surtout pour celui-là. Maintenant, si je fais la même chose, et je terminerai avec ça, avec le mécanisme de cache, bah, vous pouvez voir ici bah, forcément que les page latch ont considérablement diminué, qu'ici, le nombre de transactions a augmenté. J'ai beaucoup moins de contention. En plus, là, mon test est fini. Ici, bah, le temps moyen de latch, bon, il a un peu diminué en moyenne. Et surtout, je vais utiliser mes objets en cache. D'accord? Ce que je peux récupérer, par exemple, ici, vous voyez que j'ai le nombre d'entrées est beaucoup plus important. Donc voilà, j'en ai terminé avec ma démonstration, j'ai terminé ici. Très rapidement, en 2016, vous avez forcément des petites nouveautés. Bah, le trace wagon 17, 11, 18 n'est plus nécessaire avec TMDB. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que comme c'est une bonne pratique et qu'il faut en général le mettre pour l'ensemble des environnements, bah, ils ont décidé de l'implémenter directement. Donc plus besoin d'implémenter les trace wagon 17 et 11, 18 de manière explicite pour TMDB. Vous pouvez contrôler le grossissement des fichiers et le type d'allocation par donnée, par base de données, excusez-moi. Donc maintenant, c'est tout à fait possible. Et vous avez un indicateur, le No Performance Pool, qui permet d'éviter d'utiliser TMDB quand vous faites du spooling. Alors, quand il n'est pas obligatoire, bien entendu, et si jamais votre requête génère de la contention, par exemple. D'accord? Donc voilà, j'en ai terminé. Donc vous avez les références. J'ai mis la référence au webcast Gus de David Bafaloff, qui parle aussi à peu près des mêmes sujets. Maintenant, est-ce qu'il y a des questions? Alors oui, il y a des questions, je ne sais pas si tu les vois, mais ta deuxième session est déjà démarrée. Ah d'accord, ok. D'accord. Bon, voilà. Mais il y a quand même encore deux questions ici de Frédéric qui demande si les colonnes IOStyle Reads MS et IOStyle Write MS sur les data files MDB sont représentatives. Et alors, parce qu'il dit qu'elles sont plus élevées que oui, sur elles sont représentatives. Alors, j'ai pas forcément compris la question, mais oui, effectivement. Enfin, si la question c'est est-ce que ça représente bien la latence au niveau des entrées, enfin, des opérations effectuées sur un fichier, la réponse est oui. Ok. Mais écoute, David, en tout cas, on te remercie de grand cœur. On va te libérer pour que tu puisses passer à l'autre session. Et puis peut-être que certains des attendus ici doivent s'y rendre également. Donc voilà, je propose d'arrêter ici le séminaire en remerciant tout le monde et surtout David. C'était top, comme d'habitude. Merci David. Merci à vous, désolé pour le retard. Hein. Merci à vous.